Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur la dernière vidéo que nous allons traiter sur le livre de Julien Félix Delaunay, Boxe, bâton, canne et chaussons. Et oui, nous y sommes arrivés, c'est le dernier chapitre. Ensuite, nous fermerons ce traité pour en réouvrir un autre. Je ne sais pas encore lequel, je vais y réfléchir. En attendant, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire qu'on a appris quand même beaucoup de choses avec ce petit manuel. On a appris au minimum du chausson, du bâton militaire, de la canne militaire. On va voir la dernière partie. Et si tout ceci vous intéresse, et si vous trouvez que le travail que je fais mérite quelques soutiens, eh bien, je ne peux que vous conseiller de souscrire à ma chaîne Patreon, une chaîne privée où il faut vous abonner avec un paiement mensuel. L'abonnement est de 10 €, j'ai simplifié vachement le système, maintenant il n'y a plus qu'un seul abonnement. Et donc ça permettra de me soutenir pour continuer à faire mes vidéos et acheter du matériel parce que j'en ai encore beaucoup à me procurer. Mais ce n'est pas tout. En souscrivant à la chaîne Patreon, vous aurez accès aussi à des cours d'arts martiaux français qui ne vous feront pas de vous, on va dire, en ne faisant que regarder des vidéos, il va falloir pratiquer avec, mais ça ne fera pas de vous des guerriers ultimes, mais au moins vous apprendrez des bases qui vous permettront de travailler avec vos copains et ainsi peut-être vous aussi un jour pouvoir prétendre à ouvrir une petite salle, un petit club, pourquoi pas. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi vous abonner au groupe Facebook l'Amicale des arts martiaux français ou carrément vous inscrire à l'association l'Amicale des arts martiaux français. Et effectivement, vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Bien, trêve de plaisanterie. Reprenons le sujet de notre étude, qui est Julien Félix Delaunay. Allez, c'est parti. Pour les attaques, parades et ripostes, il est bon de se conformer aux règles ci-après. Les exercices s'exécutent en plaçant les élèves 2 par 2, à 2 pas d'intervalle, de façon que les cannes s'entrecroisent à 4 ou 5 cm de la pointe. Chacun des élèves remplit alternativement le rôle d'instructeur et, dans ce cas, prend la parade du coup porté ou porte le coup à parer après avoir commandé l'attaque de la parade correspondante. Chaque fois que l'attaque aura lieu en marchant, la parade devra être faite en rompant. Dès que tous les exercices seront connus, on en fera faire l'application à l'assaut, tout en continuant à surveiller les élèves. Pour les exercices que vous allez voir, vu que je suis tout seul, il n'y a pas d'attaque parade riposte, il faut un petit peu faire un exercice d'imagination en même temps que vous me voyez. 33e exercice, attaque par coup simple. Par le coup de bout de pointe ou de talon, attaquez en garde. Coup de figure à droite ou à gauche, coup de tête à droite ou à gauche, coup de flanc à droite ou à gauche. « 34e exercice, attaque et parade simple. Pour le coup de bout de pointe ou de talon, paré, parade de corps, en garde. Coup de figure à droite ou à gauche, parade de corps. Coup de tête à droite ou à gauche, parade de tête. Coup de flanc à droite ou à gauche, parade de corps. » 35e exercice. Attaque, parade et riposte simple. Pour le coup de bout de pointe, paré et riposté. Riposté par le coup de figure à droite. En garde. Coup de figure à droite ou à gauche, riposté par le même coup. Coup de tête à droite ou à gauche, et riposté de même. Coup de flanc à droite ou à gauche, riposté de même. 36e exercice. Attaque et parade simple, riposte diverses. Pour le coup de figure, paré et riposté par le coup de tête. En garde. Coup de tête, paré et riposté par le coup de flanc ou de tête.
Coup de flanc, paré et riposté par le coup de tête ou de figure. Coup de bout de pointe ou de talon, paré et riposté par le coup de tête. Maintenant voyons le chapitre du salut. Le salut s'exécute en plaçant les élèves deux par deux face à face à 3 pas de distance. Mettez-vous en garde, exécutez la mise en garde comme il a été expliqué précédemment. Maintenant on va saluer en 8 temps. Premier temps, faire un moulinet de droite à gauche et rapporter le talon droit contre le gauche, en tournant sur la pointe du pied gauche, le bras allongé à droite, la tête tournée de ce côté. Deuxième temps, faire un deuxième moulinet de droite à gauche en se fendant à droite et arrêter la canne à hauteur des yeux, la main, les ongles en dessus. Troisième temps, se redresser en faisant un moulinet de gauche à droite et rapporter le talon droit contre le gauche en tournant sur la pointe de pied gauche, les bras allongés à gauche, la tête tournée de ce côté. Quatrième temps, faire un deuxième moulinet de gauche à droite en se fendant à gauche et arrêter la canne à hauteur des yeux, la main, les ongles en dessous. Cinquième temps, faire un brisé à gauche en rapportant le talon gauche derrière le droit et arrêter le bout de la canne à hauteur des yeux à la position de la garde. Sixième temps, porter le pied droit à 50 cm en avant de la position de la garde. Septième et huitième temps, faire 2 appels en frappant légèrement le sol du pied droit. Les 3 derniers exercices sont des exercices à plusieurs, avec des rangs où il y a le premier rang qui fait quelque chose, le deuxième rang autre chose. Bon voilà, vous le lirez quand vous aurez le manuel ou en PDF ou en livre. Mais après, à la suite de tout ceci, Julien Félix Delaunay nous parle de l'assaut. Allez, écoutons ce qu'il a à nous dire. Les leçons et exercices précédents étant suffisamment bien exécutés, on passera à l'assaut. On se conformera aux principes énoncés dans les exercices précédents et on observera les règles suivantes. Premièrement, les adversaires doivent s'attaquer alternativement. Deuxièmement, on peut porter 2 coups immédiatement comme feinte et un troisième comme coup véritable. Troisièmement, l'adversaire qui est attaqué ne doit riposter qu'autant qu'il apparaît et qu'il n'a pas été touché. Si toutefois il était touché, il doit l'annoncer à haute voix « touché » et continuer aussitôt, ce qui est alors une nouvelle attaque. Les adversaires doivent éviter de s'attaquer simultanément, ce qui s'appelle un coup fourré. Ces attaques sont nulles et très dangereuses. Elles prouvent que l'élève manque de sang-froid. Alors ça c'est assez intéressant, hein, comme toujours on retrouve cette idée de l'attaque simultanée qui est nulle, hein, alors qu'on le voit assez souvent, que ce soit en boxe ou même en escrime, tout ça, on voit souvent des attaques simultanées, ce qui prouve que les élèves n'ont pas compris l'idée qui se cache derrière l'assaut sportif. Qu'est-ce qui est au-dessus, au-delà du principe sportif, c'est que dans un assaut, on simule quelque chose de vrai, mais on ne le fait pas en vrai, parce que le but n'est pas de se faire mal. Mais du coup, si on attaque en même temps et qu'on prend le coup en même temps que l'adversaire, qu'on lui donne, ben, ça veut dire que philosophiquement, il y a 2 morts. Et voilà, c'est que vous n'avez pas compris. Et ça, il faut vraiment y penser. Hein. C'est la parade prime sur l'attaque, et on attaque quand on peut. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Delaunay nous explique encore quelques petites choses. Quand on voudra n'utiliser les exercices de canne que comme moyen d'assouplissement, on pourra se borner à ne faire exécuter que les premières, deuxième, troisième, quatrième, 15e et 16e leçons. L'amateur de canne doit s'exercer à tirer aussi bien de la main gauche que de la main droite. Ah, l'ambidextrie qui revient. Car dans l'assaut, il peut utiliser aussi bien la main gauche que la main droite. Rien n'est mieux fait pour dérouter l'adversaire que la passe de la canne d'une main à l'autre. La figure ci-contre montre comment on peut exécuter ce mouvement, qu'on peut joindre à un changement de garde. Dans les leçons précédentes, nous avons suivi la même progression que pour les leçons de bâton. Il est cependant une attaque que nous avons omise, c'est celle du coup de poignet. La figure ci-jointe montre la façon dont elle s'exécute. Maintenant, petite surprise, parce que si vous possédez la version rééditée par Émotion Primitive du livre de Delaunay, ben, le livre s'arrête là, mais en vérité il continue. Et il continue dans la version PDF. Version PDF qu'on peut retrouver aisément sur internet, hein, vous tapez
Vous allez sur le site Schola Artis Gladi et Armorum. Je vous mettrai le lien en description. Vous tapez Delaunay et vous trouverez son manuel. Et vous verrez qu'il y a encore quelques pages. Et je vais vous les lire. Comme ça, ce sera assez... on ne pourrait pas dire qu'on n'a pas travaillé jusqu'au bout. Alors, je ne vais pas tout lire, parce qu'il y a un sujet qui nous intéressera moins, je vous le dirai à ce moment-là. Mais en attendant... Observation complémentaire. Nous avons expliqué déjà, page 27, comment la boxe française ou le chausson naquit vers 1832 de la combinaison savante des exercices du combat à coups de pied, de la savate, avec ceux du combat à coups de poing de la boxe anglaise. C'est amusant de voir cet amalgame entre chausson et boxe française dans les yeux de Delaunay. Nous ajouterons ici que la savate primitive, telle que la pratiquaient les souteneurs de filles et les habitués du bal des barrières, se résumait dans les principes suivants. La garde était très basse, les jambes écartées, les mains en avant étaient ouvertes. Les savatiers n'usaient guère que du pied bas et du ramassement de la jambe. Ils ne connaissaient pas les coups de pied de poitrine et de flanc, ils frappaient peu avec le poing, tout au plus relevaient-ils parfois le nez de leur adversaire avec la paume de la main, ce qui s'appelait donner une musette. Alors, malheureusement, je m'inscris en faux par rapport à ce que dit Julien Félix Delaunay, tout simplement parce que lorsque l'on lit le traité de l'élève de Michel Pisseux, il n'y a aucun coup de musette. Il n'y a pas de frappe avec la paume de la main, c'est des coups de poing. Il n'y a pas que le coup de pied bas, il y a des techniques beaucoup plus développées, beaucoup plus fines. Et il parle de techniques de coup de pied haut qui se pratiquent, notamment chez certains danseurs qui font aussi de la savate et qui pratiquent le coup de pied haut. Donc là, on est plutôt quand même sur une image d'Épinal qui a été repris quasiment par tous les auteurs de la fin 19e, début 20e. Mais maintenant, on est quand même, pour ma part, c'est pas une vraie image, c'est pas tout à fait vrai ce qui est dit. Il semblerait que la mémoire ne soit pas transférée, du moins qu'il y a eu énormément de changements de génération en génération. Parce que on peut pas dire que ce soit vrai au vu de ce qu'on a trouvé pour le moment. Pour le moment, bien entendu. Pour retrouver les éléments perfectionnés de l'ancienne savate, les amateurs n'ont qu'à extraire des théories que nous donnons sur la boxe française, les exercices qui réclament plus spécialement l'usage du pied et de la jambe comme moyen de défense ou d'agression. Le chausson, comme la savate, est un art plus utile que noble. C'est l'escrime sans fleuret, c'est l'arme de ceux qui n'en ont pas. Et il est enseigné aujourd'hui dans presque toutes les salles d'armes, où son nom lui vient de ce que les champions, pour ne pas se blesser, prennent la précaution de remplacer pendant la lutte leurs souliers par des chaussons plats et à semelles douces. Le chausson de boxe française n'est pas la chaussure véritable, c'est un simulacre pour ne pas trop se faire mal. Techniquement, si on devait respecter un peu l'idéologie actuelle où il faut se battre et se faire mal pour aller détruire l'adversaire, un petit peu, il faudrait utiliser des chaussures de ville, des chaussures à semelles dures et pas des chaussons. Le chausson n'est pas fait pour faire mal. Tout simplement. C'est écrit, c'est dit. Le chausson n'est pas fait pour faire mal. L'inventeur de la boxe française, Charles Lecourt, eut de nombreux imitateurs, et il se forma à Paris une phalange de tireurs qui assurèrent à la nouvelle école une supériorité incontestable. Sa période la plus éclatante se place entre 1845 et 1855, lors des assauts publics organisés par les deux frères Charles et Hubert Lecourt, et aussi par Le Boucher de Rouen. Parmi les célébrités qui brillèrent au premier rang, il faut citer Charles Ducrot, Rambo, dit la Résistance, et Vigneron, bien connu sous le nom de l'homme canon. Charles Ducrot professe encore à l'heure qu'il est et tire parfois en public la boxe anglaise, dont il s'est fait une spécialité. C'est le seul de nos professeurs qui ait pu se mesurer avec les boxeurs anglais. Il lui est même arrivé de faire jeu égal avec le fameux Cribble de Londres. Alors ce qui est étonnant, c'est que M. Delaunay ne parle jamais de Charlemont. Et on pourrait se trouver ça étonnant, parce que le livre est quand même écrit en 1904, et quand même, à ce moment-là, Charlemont c'était un monument au niveau des arts martiaux français et de la boxe. La boxe française, entre lui et son fils, ce sont des monuments. Et pourquoi il n'en parle pas? Eh bien, je pense que l'aventure de Joseph Charlemont durant la Commune de Paris, le fait qu'il ait été condamné à mort par contumace, qu'il ait dû s'exiler en Belgique pour pouvoir revenir 10 ou 15 ans plus tard. Et en fait, c'est un ancien militaire aussi, il a fait sa carrière militaire, Charlemont. Donc c'est pas... à mon avis, il y a une certaine animosité, je dirais, entre certains officiers
qui ont pu peut-être connaître la période de la Commune de Paris et Charlemont, et qu'ils considèrent peut-être un peu comme une forme de traître ou de félon. C'est une hypothèse personnelle, hein, mais connaissant les mentalités un petit peu, ça pourrait être tout à fait crédible. Pour nous résumer, disons que la boxe française présente un système complet de défense personnelle. Elle ne se borne plus au seul travail des jambes. Toute une partie de son art est consacrée aux exercices de la boxe anglaise, une autre aux prises de corps et aux coups de lutte. Enfin, c'est la fusion des deux systèmes anglo-français réalisés avec tous les perfectionnements que la pratique et une expérience de plusieurs années ont pu y apporter. Une fois de plus, nous avons la confirmation que la boxe française, c'est des pieds, des poings et de la lutte, et des prises de corps. À parité de force physique entre deux champions dont l'un ferait usage de la boxe anglaise et l'autre de la boxe française, nous n'hésiterions pas un seul instant à nous engager pour celui-ci. Comme exercice de gymnastique, la boxe offre à nos jeunes gens de sérieux avantages. En effet, dit Larousse, le développement des muscles, l'emploi raisonné des armes naturelles, la combinaison de l'attaque et de la parade, l'enchaînement des coups, tel qu'il est l'objet de cet exercice, aussi difficile que l'escrime, la manière de se tenir, de fermer le poing, de lever la jambe, de détacher un coup droit dans la poitrine et dans la figure, de lancer le coup de pied en vache ou temps d'arrêt en pleine poitrine, constituent les premiers éléments. Après quelques essais, on arrive à donner un coup de pied dans la mâchoire ou dans l'œil. Puis on aborde la série qui consiste en une suite rapide et raisonnée de coups de pied et de coups de poing. Le professeur vous enseigne ensuite les coups particuliers, passement de jambes ou de main sous le jarret de l'adversaire pour le jeter à terre, coup de tête dans l'estomac, coup de fourchette dans les yeux, et j'en passe. Il est certain que l'étude peut donner à tel ou tel muscle une force et une adresse extraordinaires. Quelques connaissances de statique ou de dynamique vous conduisent ensuite à des combinaisons dont le résultat est fait pour étonner. C'est ainsi que l'on a vu des Hercules tomber, suivant l'expression technique, par des gamins. Sans prétendre à de pareils triomphes, chacun peut arriver à soutenir des luttes disproportionnées en apparence. Que pourrait craindre celui qui pratiquerait sans hésitation les règles dont Théophile Gautier, un ancien adepte du chausson, a donné les formules magistrales que nous reproduisons dans l'article précité. En somme, quand on possède à fond le chausson, on peut rendre un coup de pied ou un coup de poing mortel. Résultat déplorable assurément, mais qui, si on est dans le cas de légitime défense, ne laisse pas d'avoir son bon côté. En dehors de ce cas, nous ne pouvons qu'approuver la flétrissure dont notre poète de Lille stigmatise les sauvages combats des athlètes d'outre-Manche, où le boxeur furieux, tout bouillant de colère, s'élance sur son adversaire, meurtri à poing fermé, et sa tête et ses bras fait voler ses dents en éclats. Son art est un fléau, son triomphe est un crime. Ensuite, Delaunay rentre dans une petite paragraphe à propos des jeux antiques. Donc il va parler de la lutte antique, tout ça. Bon, c'est pas très intéressant pour nous. Ça mériterait d'être lu, bon, vous le lirez si vous en avez envie. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il en dit à la toute fin, quand il rapporte à ce qui se pratique aujourd'hui, enfin à son temps, quoi. Donc en 1904. Chez les nations modernes, la lutte n'est plus un exercice et est à peine un spectacle. En Bretagne, on en fait encore l'objet de quelques études, et les lutteurs bretons très renommés sous Henri II, qui en fit venir quelques-uns à sa cour pour les donner en spectacle, ont conservé jusqu'à présent une certaine réputation. De temps à autre, on entend encore parler d'une troupe de lutteurs qui vient, tantôt à Paris, tantôt à Lyon ou à Marseille, donner, dans les fêtes foraines, quelques séances suivies avec intérêt par d'assez rares amateurs. Un lutteur masqué s'est même fait une sorte de renom en tombant tous ses adversaires. Mais il y a beaucoup trop de charlatanisme dans ces exhibitions pour qu'on y attache la moindre importance. Voilà, c'est la fin de notre traité. J'espère que toute cette étude vous a plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre un minimum la base. Et puis, maintenant, je n'ai plus qu'une seule chose à dire, c'est entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine.